Donc merci Frédéric Attention, qui s'apprête on est à donc T0 ici. à À décoller l'image, le lancement. on regarde. Voilà, le lancement de cette fusée que l'on va vivre en direct sur France 24. Vous voyez les moteurs s'allumer. On vous laisse vivre l'ambiance. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston now controlling the flight of Integrity on the Artemis II mission around the moon. Integrity, AMT high. AMT high. On time passing 30 seconds into the flights. Integrity passes the alternate beacon. Target milestone. Mission Control Houston seeing good performance on the 4 main engines. Space Launch System core stage. Integrity, 3 miles in altitude. Traveling more than 1,200 miles per hour. La mission Artemis 2 lancée, donc Sylvain, on vient de vivre en direct avec l'ambiance ce décollage donc de la capsule Orion et de la fusée SLS sous cette capsule. Racontez-nous, les astronautes, ils prennent une poussée gigantesque en ce moment même là pour s'extirper de l'orbite terrestre. Oui, effectivement, et c'est justement pour ça qu'on souhaite utiliser, en tout cas c'est le projet, d'utiliser la Lune pour des missions plus lointaines. On pense évidemment à Mars. C'est tout simplement parce que la gravité est beaucoup moins forte sur la Lune et donc il y a beaucoup moins besoin d'énergie pour s'extirper de la gravité. Là, c'est sûr qu'ils ont subi une poussée absolument colossale. On le disait tout à l'heure, c'est le lanceur le plus puissant jamais construit. C'est la première fois que des humains montent à bord de ce vaisseau et sur cette fusée-là. Donc effectivement, là, ça secoue dans tous les sens. C'est pas l'heure des réglages, là, pour l'instant. Il y a plusieurs étapes là, qui vont se dérouler dans les toutes premières minutes. D'abord, donc, cette poussée phénoménale que l'on vient de vivre. Qu'est-ce qui va se passer dans les toutes prochaines minutes? Vous nous en parliez un petit peu. Il y aura le décrochage de certaines parties. Il va y avoir les 2 boosters latéraux qui vont se décrocher. Ces boosters qui fournissent 75% de la poussée initiale. Ce sont eux vraiment qui soulèvent la fusée. Ils vont donc se décrocher un peu. Voilà, on les voit là justement en train de se décrocher. Les 2 boosters qui se sont décrochés du véhicule principal. Voilà, exactement. Donc on en déduit, puisqu'on a les chiffres, que le lanceur et la fusée est à un peu plus autour de 50 km d'altitude, à plus de 5000 km/h. Ils vont retomber dans l'océan Atlantique d'ici à peu près 4 minutes. À noter, pour la petite anecdote, eh bien que cette séparation a été avancée de 4 secondes par rapport à la mission précédente pour optimiser les performances. Ensuite, l'autre temps fort, ça sera 1 minute plus tard, donc dans très peu de temps maintenant, ça sera l'éjection de la tour de sauvetage. La tour de sauvetage, c'est ce qui est justement censé protéger les astronautes en cas de défaillance du lanceur, mais on estime à partir de ce moment-là eh bien, qu'elle n'est plus nécessaire, car en cas d'anomalie, le vaisseau peut se séparer en utilisant ses propres moteurs. Et puis 8 minutes après le décollage, ça sera l'extinction des moteurs principaux, donc les 4 moteurs de l'étage principal du SLS qui vont se séparer eux aussi. Il ne restera donc plus que le dernier étage et Orion qui eux par contre se sépareront dans 3h30. On voit les séparations successives avec cette caméra embarquée incroyable, ces images depuis l'espace de cette fusée donc qui s'est envolée ces dernières minutes en direction de la Lune. Elle va d'abord passer pratiquement 24 heures dans l'orbite terrestre avant de profiter de cette orbite pour se propulser vers la Lune. On va retourner évidemment en Floride, retrouver Frédéric Castel qui a vécu à quelques dizaines, quelques centaines de mètres ce décollage. Frédéric, racontez-nous comment c'était. Est-ce que vous avez senti le sol vibrer sous vos pieds? Alors, comme toujours, dès qu'il y a l'allumage, effectivement, on voit cette flamme. On se dit qu'il y a un incendie, une explosion, et puis tout à fait silencieuse au départ. Et puis ça devient tellement fort que c'est vraiment éblouissant, ça fait mal aux yeux. Et il est extrêmement dangereux d'ailleurs d'utiliser des jumelles. Et puis, quelques 10 à 20 secondes plus tard, on commence à sentir les vibrations, en particulier des boosters. Il y a 1000 tonnes de dynamite, si on veut, qui c'est une explosion contrôlée. Et donc, bien sûr, au même moment, le décollage le lancement de cette fusée, il faut l'imaginer, c'est plus grand que la Statue de la Liberté, c'est presque une centaine de mètres, et qui s'élève sur un ciel bleu avec un panache énorme, et puis le sol vibre de plus en plus. Évidemment, il y a les cris
d'excitation, même des journalistes et du public ou des gens de la NASA, vu l'ampleur du système. Et puis, il faut quand même remarquer que cette fusée extraordinairement puissante, et à 100% c'est un produit NASA avec des industriels, SpaceX ne fait pas partie de ce programme. Et d'ailleurs, cette fusée n'est pas réutilisable. C'est pour ça que d'ailleurs, elle est aussi très chère, elle est très compliquée et non réutilisable. Donc, d'où ce coût prohibitif. Mais c'est le prix pour l'exploration de la Lune et ensuite essayer d'utiliser la Lune comme tremplin pour explorer Mars. Mais tout ça, il faut rappeler, c'est des projets qui sont à long terme. Pour l'instant, le patron de la NASA, qui était d'ailleurs au sommet du VAB, qu'on voit derrière nous, dans le bâtiment, a lancé un programme sur quelques années avec 20 milliards de dollars pour essayer donc d'avoir un prochain lancement qui sera pour tester les alunisseurs qui ne sont toujours pas construits, donc à voir s'ils seront prêts. Et ensuite, en 2028, essayer d'allunir à 2 reprises, ce qui semble effectivement un défi très important à relever d'ici la fin du mandat du président Trump. On aperçoit d'ailleurs derrière vous, Frédéric Castel, le nuage de fumée qui s'est formé juste après le décollage. Votre confrère Sylvain Rousseau, je sais que vous avez partagé toute la journée en passionné sur ce décollage. Sylvain a une question pour vous, Frédéric. Oui, j'ai une petite question, Frédéric. En tant que jeune adolescent, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez couvert les derniers lancements des missions Apollo. Donc, entre le Saturne V et le SLS, c'est lequel le plus impressionnant? Alors là, évidemment, je fais appel à vos souvenirs. Les souvenirs s'estompent un peu. Les souvenirs s'estompent un peu, mais effectivement, c'est de l'ordre à peu près de la même puissance, même si SLS, enfin le Artemis 2 est un peu plus puissante pour aller vers la Lune, mais c'est la même magnitude, c'est des fusées que nous n'avons pas ni en Europe, ni dans d'autres pays. C'est des fusées exceptionnelles et qui fonctionnent bien, parce que quand les Russes, l'Union soviétique à l'époque des années 60 avait essayé de construire une fusée géante de ce type, malheureusement, elle s'est soldée par des échecs répétés, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont perdu la course à la Lune et le programme Apollo qu'il a emporté. Une chose intéressante à raconter effectivement sur cette très belle mission, qui est à la fois un défi mais aussi très simple, ça suit exactement, quand on relit l'aspect technique du livre de Jules Verne sur De la Terre à la Lune, donc écrit il y a plus d'un siècle, c'est exactement la même trajectoire qu'avait envisagé Jules Verne. C'est exactement ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire un tour autour de la Lune et revenir plonger dans l'océan. C'est amusant, cette espèce de coïncidence entre la littérature qui a inspiré tellement de personnes par ce visionnaire Jules Verne et la réalité aujourd'hui, où on a une mission quasi identique. Elle aurait pu être conçue, du moins avoir une chorégraphie faite par notre écrivain français Jules Verne. Merci Frédéric Castel, en direct de Floride. Vous évoquiez, Frédéric, Sylvain, les précédentes missions. On parlait évidemment de la mission Apollo. Je parlais dans mon propos préliminaire de 1972, la dernière fois que des humains étaient dans l'orbite lunaire. Pourquoi avoir attendu plus de 50 ans avant de retourner à la conquête de la Lune ? Alors, il y a plein de raisons. D'abord, le programme Apollo coûtait extrêmement cher et il a mobilisé toute l'industrie américaine. C'est 400 000 personnes, 20 000 entreprises et ramené à l'inflation 150 milliards de dollars. Alors, c'est l'inflation de 2019 en plus de ça, donc ça a forcément encore augmenté un peu. Donc déjà, ça coûtait extrêmement cher, tout ça pour ramener des morceaux de cailloux, si on peut dire. Alors effectivement, on les a étudiés et on en a appris beaucoup de choses. Mais on se dit que le rapport coût-bénéfice est totalement en défaveur d'un tel programme. En plus de ça, le programme Apollo avait un petit peu perdu au fur et à mesure du temps l'adhésion publique. J'ai pu, il y a quelques années, en 2019, interviewer Jerry Griffin, qui était l'ingénieur de vol justement de ces missions Apollo, l'un des ingénieurs de vol de ces missions Apollo et notamment d'Apollo 11, qui m'expliquait la théorie de Neil Armstrong, donc pas n'importe qui, Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, qui avait une théorie là-dessus qui expliquait que pour aller sur la Lune, il fallait 4 choses. D'abord, il faut un budget. Ensuite, il fallait une volonté politique.
Et aux États-Unis, avec des élections tous les 4 ans, il faut une volonté politique transpartisane. Et là, on l'a enfin eu, puisque quand Joe Biden était au pouvoir entre les 2 mandats de Trump, il n'a pas touché à ce programme-là. Il faut une adhésion populaire. C'est peut-être la seule case qui manque encore un peu ici. Je ne suis pas sûr que le programme lunaire soit en tête des priorités des Américains en ce moment. Et puis surtout, il fallait un ennemi. Et il expliquait que dans les années 60, c'était le seul moment où ces 4 facteurs-là étaient rassemblés. Et aujourd'hui, on y revient. On peut débattre de l'adhésion populaire. Il n'en reste pas moins qu'il y a le budget. Mais il y a le budget parce qu'aussi les coûts sont en baisse, c'est ce qui aussi permet aussi ce retour sur la Lune. Les technologies se sont développées, et ce bien avant même l'arrivée de SpaceX. Frédéric le soulignait, SpaceX n'est pas impliqué dans ce lancement-là, et pourtant le programme Artemis coûte malgré tout largement moins cher pour l'instant que Apollo. Pour l'instant, attention, c'est pas encore tout à fait fini. Et il fallait un ennemi. Alors à l'époque, c'était l'Union soviétique dans la course à la Lune. Mais voilà, Apollo, ça n'était finalement qu'un défi technologique, plus qu'autre chose. Et là, l'ennemi, eh bien, c'est devenu la Chine. C'est devenu la Chine qui a développé un programme à vitesse grand V. En 15 ans seulement, les Chinois, ils ont envoyé des sondes en orbite lunaire, puis sur la Lune, un rover sur la face cachée de la Lune, en 2019. Et c'est justement ce qui déclenche l'accélération du programme Artemis, qui est dans un premier temps annoncé en 2017 par Donald Trump lors de son premier mandat, et qui vraiment prend un gros coup d'accélérateur en 2019 après ce coup d'éclat réussi par les Chinois. Ils ont aussi fait l'année d'après un retour d'échantillons lunaires totalement automatisé. Ils ont posé un rover sur Mars, ils ont développé un lanceur lourd, une station spatiale qui est occupée en permanence. Ils assurent donc forcément des rendez-vous orbitaux. La suite logique, c'est un taïkonaute sur la Lune. Ça a été annoncé au début des années 2020, de mémoire en 2022. Les Chinois se poseront sur la Lune en 2030. Alors par contre, quand les Chinois disent on va sur la Lune en 2030, a priori, ils y seront en 2030. Ça peut être en 2031, ça sera plus probablement en 2029, mais on n'est pas dans les retards que subit le projet Artemis qui, pour rappel, à l'origine, les astronautes américains devaient retourner sur la Lune en 2024. C'est toute la sphère géopolitique de cette mission, évidemment. Il y a les prouesses techniques. C'est l'enjeu majeur de toute façon. On regarde, mais il faut pour les États-Unis arriver avant les Chinois sur la Lune, en tout cas y retourner avant que les Chinois n'y arrivent. Oui, parce que il y a d'autres enjeux dans ces missions. Il y a évidemment un enjeu scientifique. La Lune, comme elle n'a pas d'atmosphère, c'est la mémoire du système solaire. Donc on espère aussi en apprendre beaucoup sur la formation des planètes, etc. Mais ça passe vraiment au second plan. On sait aussi que sur la Lune, il y a des terres rares, il y a de l'hélium 3, il y a peut-être beaucoup d'autres minerais qu'on n'a pas encore découverts. Alors pour l'instant, ils sont considérés comme inexploitables, mais c'est justement aussi ça que ces missions vont servir à déterminer. Est-ce que c'est réellement inexploitable ? Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose à faire, des opportunités économiques à trouver là-dedans. Et puis, se poser au pôle Sud, c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup d'eau au pôle Sud. Enfin, beaucoup d'eau, on ne sait pas justement s'il y a beaucoup d'eau, on sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace. On sait qu'il y a également beaucoup de lumière, puisque le soleil rasant éclaire certaines parties du pôle Sud en permanence. Donc, du soleil, ça veut dire la possibilité de trouver de l'énergie. Et c'est tout ça qui se joue, c'est-à-dire que le premier qui va arriver va finalement prendre possession de l'endroit et dicter ses règles. Et c'est pour ça que les États-Unis veulent absolument arriver avant la Chine, même si on en doute de plus en plus, parce que le programme Artemis, je vous le disais, il est extraordinairement en retard. À l'origine, c'était annoncé pour 2024. Maintenant, c'est 2028. Et quand on voit que SpaceX est impliqué, que le Starship notamment, qui ne fonctionne toujours pas, est impliqué dans le retour des Américains sur la Lune, on se dit qu'on a quand même encore le temps de voir et je pense que beaucoup prennent le pari aujourd'hui que la Chine sera sur la Lune avant les États-Unis, même si la dernière version du Starship doit décoller dans le mois qui vient. Il y aura un deuxième décollage qui est prévu dans la foulée. Et selon comment se passent ces vols, ça peut effectivement être aussi un gros coup d'accélérateur. Ce qui est sûr, c'est que justement pour maximiser leurs chances, en tout cas, les Américains ont vu le programme de fond en comble. Frédéric en parlait tout à l'heure depuis Cape Canaveral. À l'origine, il devait y avoir une station orbitale américaine, mais également européenne, canadienne et japonaise, un peu sur le même modèle que la station spatiale autour de la Lune, qui justement devait favoriser les missions vers Mars. Et puis finalement, tout le programme a été recentré sur la Lune. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça, il s'agit d'aller s'y installer directement, justement pour, en quelque sorte, prendre possession du lieu, comme à l'époque des grands explorateurs.
Merci beaucoup Sylvain Rousseau d'avoir vécu avec nous donc ce décollage de la mission Artemis 2 direction la Lune. Donc 9 jours de voyage, 1 million de kilomètres qui doit emmener l'équipage de 4 astronautes découvrir la fameuse face cachée de la Lune. Moment très important donc dans cette conquête spatiale que l'on vivra dans les prochains jours sur France 24. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver l'intégralité du résumé de ce départ, de cette mission spatiale sur notre site internet france24.com et on reviendra évidemment dans les prochaines éditions sur le départ d'Artemis 2. Restez avec nous sur France 24.